Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'astronaute qui fait littéralement la une. Jessica Watkins est la première femme noire à rejoindre la Station spatiale internationale. Son parcours très impressionnant à seulement 33 ans, ce sera à suivre dans notre séquence rôle modèle. Il a une idée derrière la tech, c'est Damien Douany aujourd'hui. Damien, avec toi, on va apprendre les chiffres et les lettres, ouais, mais dès la maternelle. Exactement, en utilisant quelque chose qui ressemble à des jouets, mais ils sont connectés. Ça me rappelle quelque chose, moi, quand j'étais toute petite, mais ça n'était pas forcément connecté. Mais justement, on jouera avec toi, absolument. Notre question du jour est aujourd'hui, évidemment, on va avoir la tête dans les étoiles des classes qui parient sur l'espace pour faire briller les yeux des enfants et surtout stimuler leur curiosité. De l'exploration spatiale à son économie et son industrie jusqu'aux défis et aux enjeux écologiques. Des astronautes en herbe planchent sur ces questions en Normandie. On part vers l'infini et au-delà aujourd'hui avec Muriel Lemay. Muriel, vous représentez Planète Science Normandie. On va revenir sur les activités de cette association qui a déjà 60 ans pour sa version nationale d'activité, 20 ans pour Planète Science Normandie. Et vous êtes justement celles et ceux qui construisent les programmes des classes espace en Normandie, notamment à Vernon. Mais d'abord, focus. Et elle vient de marquer l'histoire le 28 avril dernier, première astronaute noire à rejoindre l'ISS. Elle a bravé les épreuves dès son entrée à la NASA il y a bientôt 10 ans. Un parcours éclair pour une combattante. Rendez-vous compte, seuls 10% des astronautes sont des femmes. Édouard Deniau vous propose le portrait de Jessica Watkins. Elle sera peut-être la première femme à marcher sur la Lune. Jessica Watkins n'a que 34 ans et elle a déjà une vie très bien remplie. Née dans le Maryland en mai 1988, elle passe son enfance dans le Colorado avant de partir étudier à Stanford, une prestigieuse université californienne. Là-bas, elle obtient une licence de sciences géologiques et environnementales. Elle poursuit ensuite ses études à UCLA où elle décroche un doctorat en géologie planétaire. Elle effectue ensuite un post-doctorat au California Institute of Technology. En 2012, Jessica Watkins rentre en stage à la NASA et travaille sur Mars Curiosity. Ce programme de recherche vise à déterminer si une vie a un jour été possible sur la planète rouge. 5 ans plus tard, elle fait partie des 13 sélectionnés parmi 18 000 candidats pour rejoindre le groupe d'astronautes 22 de l'Agence spatiale américaine. La petite équipe, composée de 7 hommes et 6 femmes, est inédite dans sa diversité, puisque les femmes ne représentent habituellement que 10% des astronautes. Pendant 2 ans, Jessica Watkins suit un programme de préparation intense aux missions spatiales. Et en décembre 2021, elle annonce sur son compte Instagram son envol pour l'ISS. Elle s'envole à bord de la navette SpaceX Crew 4 le 27 avril dernier. Jessica Watkins devient la première astronaute afro-américaine à rejoindre la Station spatiale internationale. Une étape importante pour la NASA et pour le pays, comme elle l'a déclaré. La jeune femme a également été choisie en décembre 2020 aux côtés de 18 autres astronautes pour faire partie de l'équipe Artemis. Ce programme vise à refaire marcher des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2025, ce qui pourrait faire d'elle la première femme à marcher sur la Lune. En plus de sa carrière professionnelle, Jessica Watkins est une sportive de haut niveau. Elle a fait partie de la sélection américaine de rugby à 7 et a même participé à la Coupe du Monde en 2009. Avec son équipe, elle atteint les demi-finales du mondial et elle termine meilleure marqueuse d'essais de son pays. L'importance des femmes justement dans cette exploration, cette conquête aussi spatiale. Damien, on en parlait ensemble pendant la diffusion de ce portrait fait par Édouard Deniau. Les femmes ont une importance cruciale, évidemment, dans la recherche et dans la mise au point de cette exploration de l'espace. Mais alors complètement, moi qui suis très cinéphile, il y a un film qui s'appelle Les femmes de l'ombre, que je vous conseille de voir, qui raconte l'histoire justement de 3 femmes noires qui étaient, on va dire, cachées, autrement dit, on ne les voyait pas, elles n'étaient pas mises en avant derrière les hommes ingénieurs. C'est grâce à elles quand même que les premiers hommes sont partis dans l'espace. Absolument. Donc il faut y penser. Typiquement, c'est très très bien, je trouve ça super qu'il y ait cette reconnaissance aujourd'hui. Oui, on essaie justement de les mettre en valeur assez souvent ici dans cette émission. Est-ce que toi, tu rêvais d'aller dans l'espace quand tu étais petit ? J'ai toujours eu la tête dans les nuages, et effectivement. Donc c'est quelque chose que j'aurais, oui, bien sûr, fait.
envie de faire. Mais bon, voilà, malheureusement. Bon, j'aurais peut-être plus la tête dans le cloud finalement que dans le nuage. J'ai préféré plonger dans Internet, qui est une autre sorte d'espace. Voilà. C'est pas faux, mais exactement. Et ça tombe bien parce qu'on va peut-être réaliser un rêve que tu aurais eu étant enfant. On va se plonger dans les classes espace. Oui, ça existe, notamment en Normandie et à Vernon. On en parle tout de suite avec notre invité. Et pour en parler, on est en compagnie de Muriel Lemay. Muriel, vous représentez Planète Science Normandie. On va d'abord se rappeler que Planète Science, c'est une institution en matière d'activités scolaires et périscolaires, notamment pour populariser la découverte, passer de la théorie à la pratique et de l'idée à la réalisation en matière de sciences, toutes sciences au pluriel confondues pour le coup. 60 ans d'activité à l'échelle nationale, 20 ans pour Planète Science Normandie. Oui, c'est exactement ça. Donc le national, en fait, il y a une association nationale qui donc a créé des délégations. Les délégations se sont créées par région. Nous, on est la région Normandie, donc elle a 20 ans. Ouais. On est à Caen, mais sur l'ensemble du territoire normand. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que vous allez de la robotique à l'astronomie, en passant par le développement durable. Vous donnez l'accès aux sciences pour toutes et pour tous, à toutes et à tous même. Je crois que vous proposez des modules ludiques. Ça se passe comment en pratique ? Alors, c'est justement la valeur principale recherchée par Planète Science et Planète Science Normandie, donc par extension, c'est justement l'accessibilité des sciences à tous, quel que soit le milieu social, le niveau scolaire, quel que soit l'âge et le sexe finalement, puisque, comme on l'a dit juste avant, les femmes sont moins représentées dans la science. Pourtant, elles sont là et elles ont des choses à dire et à faire. Donc, l'idée, voilà, c'est de rendre cette science accessible et de ne pas en faire un gros mot. Oui, complètement. Voilà. Démocratiser, dédramatiser aussi. Se dire que ces sciences, encore une fois, au pluriel, peuvent reprendre leur lettre de noblesse, parce qu'elles sont justement pratiquées, qu'on peut mettre les mains dans le cambouis, justement. Encore une fois, des questions de robotique, d'astronomie, de développement durable. Les ateliers, ils s'adressent à quel type d'enfants ? Alors, j'ai compris que ça allait à des enfants jusqu'aux plus grands enfants, pour le coup. Mais comment ça se passe un atelier chez Planète Science en Normandie en particulier ? Alors, on s'adresse aux enfants, on peut s'adresser aux enfants dès la maternelle selon les activités qu'on va proposer. On va dire jusqu'à 25 ans, on peut aller en institut. C'est des grands enfants, là, 25 ans. C'est des grands enfants, déjà. On travaille beaucoup, évidemment, avec les primaires, collèges, lycées et accueil de loisirs. On va dire que c'est les enfants, les jeunes avec qui on travaille principalement. Mais voilà, on peut aussi proposer aux maternelles et aux plus grands. Aussi aux familles. Ouais. Il y a des activités qui sont proposées de façon à ce que parents et enfants puissent découvrir ensemble. Oui, c'est très important pour vraiment pouvoir mettre à l'honneur cette connexion entre les parents, entre les enfants, s'amuser, apprendre ensemble. C'est des ateliers auxquels tu aimerais pouvoir participer avec tes filles ? Justement, j'étais en train de regarder en me disant, tiens, il faut absolument que j'amène ma fille, même voir mes filles, puisque la petite, maintenant, effectivement, proche de la maternelle, donc ça pourrait tout à fait correspondre. Moi, je suis convaincu que l'éveil est hyper important dès le plus jeune âge. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait de pouvoir faire ça en famille. Je trouve que c'est super sympa, plutôt que de les laisser dire vas-y, tu joues, et puis on reviendra te voir après. Alors, en fait, les enfants sont plus sensibilisés de plus en plus maintenant à tout ce qui est spatial. Ils en parlent beaucoup à l'école, ils en parlent entre eux, ils voient là l'actualité. On a eu Thomas Pesquet ces dernières années, donc l'actualité française a été vraiment basée sur le spatial. Ce qui fait que finalement, c'est même les enfants qui vont apporter des connaissances aux parents à ce moment-là. Et donc là, on rentre vraiment dans un échange finalement presque inversé, mais du coup qui devient intéressant en fait, puisqu'il n'est plus uniquement descendant comme le parent qui éduque en fait. Il y a vraiment un échange qui peut se créer autour des sciences et du spatial en l'occurrence. Oui, une discussion, une nouvelle langue finalement vernaculaire qui se tisse autour des sciences, entre parents, entre enfants et enseignants et enseignantes aussi. On va venir au cœur de ce sujet, les classes espace, parce que c'est notamment l'activité que vous défendez auprès de certaines écoles de Normandie, à Vernon, si je ne m'abuse. Comment ça se passe, une classe espace, exactement ? On prépare quoi ? Les futurs astronautes et talents du spatial de demain ? Alors pourquoi pas ? Vous savez qu'il y en a qui ont l'ambition de devenir Thomas Pesquet. Bah, tant mieux. Pourquoi pas ? Comment ça se passe ? En fait, c'est vraiment un partenariat avec les enseignants.
avec qui on travaille. Donc, moi, je travaille beaucoup avec une enseignante donc sur sa classe espace. On a un créneau par semaine, donc une demi-journée par semaine. Le programme, on l'a établi ensemble en avance sur ce que elle voulait pouvoir aborder comme sujet, sur ce qui, moi, me paraissait logique et important d'aborder pour avoir un déroulement sur tout le spatial, donc de la création de l'univers jusqu'à les activités de nos jours. Et donc faire le lien aussi avec le contenu pédagogique de la classe. Et cette idée de faire le lien avec le contenu pédagogique, est-ce qu'on peut se dire que ça s'approprie à une éducation à 360 degrés ? C'est-à-dire qu'on va aller chercher plusieurs matières pour comprendre, par exemple, comment se forme une planète, quelle est la composition des météorites, comment est-ce qu'on peut aussi construire une fusée pour aller dans l'espace. C'est un peu l'idée. Bien sûr, il y a un lien qui se fait, alors beaucoup forcément avec les mathématiques, avec d'autres sciences, tout ça. On est forcément, on aborde les calculs, les notions de distance, les notions de vitesse, vitesse de la lumière, tout ça, c'est hyper compliqué comme principe pour les enfants. Il faut des prérequis pour les enfants, parce que oui, dit comme ça, on se dit, wow, c'est un peu compliqué. Comment on aborde les choses et est-ce que c'est finalement ouvert à tous ? Enfin, de ce que j'entends, c'est ouvert à tous. Donc, comment est-ce que vous rendez ça accessible à tous ? En fait, on est vraiment dans de la vulgarisation. On va pas utiliser des mots hyper scientifiques, même si on va leur donner la référence de la définition scientifique. On va vraiment vulgariser cette définition. On va vraiment expliquer avec des mots simples des situations qu'ils connaissent. On va beaucoup pratiquer. On va faire pas mal d'activités manuelles pour imager en fait les réactions qui peuvent se passer dans l'espace en fait. Ouais, on met vraiment les mains dans le cambouis des fusées. Par exemple, vous proposez un module où on va pouvoir soi-même monter une fusée, essayer de comprendre comment justement on construit, pas forcément des satellites, mais en tout cas des lanceurs et des fusées pour aller dans l'espace. On apprend les propriétés spatiales, on comprend comment on propulse aussi un objet au-delà de la stratosphère. C'est très pratique. Oui, de toute façon, c'est nécessaire parce que si on ne met pas ce côté pratique, ce côté je manipule pour comprendre ce qui se passe, on va être dans un discours descendant et donc en fait, ils vont juste prendre l'information sans la comprendre. Là, l'idée, c'est de mettre en pratique, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce que je fais et donc de voir comment ça va se remettre en place à plus grande échelle dans l'univers. Donc c'est le fait de créer, de pratiquer, c'est ça qui va permettre de comprendre et d'imager ce qui se passe. Vous avez déjà été étonné, surprise justement par des réactions de certains de ces élèves d'école primaire ? Tous les jours. Tous les jours, on a des petites réflexions qui restent. Ne serait-ce que à la fin de l'année dernière, leur demander quel métier ils veulent faire. Il va être Thomas Pesquet. C'est un métier en soi. C'est vrai que Thomas Pesquet est quand même multicasquette. C'est un vrai métier. On a rencontré Gaël à l'Observatoire de Vernon, Gaël Musquier. Qu'on connaît très bien dans l'école du futur, évidemment. Donc, c'était le mois dernier. Quand il leur a demandé quel métier ils voulaient faire, il y avait des astronautes et des astronomes, donc parce qu'ils aimaient bien être sur le sol quand même. Donc c'est assez marrant en fait qu'ils aient cette notion d'astronaute qui va aller dans l'espace, astronome qui va rester sur Terre et qui va faire les études, les recherches, tout ça. Ils ont cette notion, mais ils ont cette notion de je suis bien sur la Terre quand même. Mais ils se rendent compte aussi qu'on a besoin de tous les corps de métier, de tous les talents pour pouvoir justement faire avancer cette recherche spatiale. Les astronautes, en effet, qui iront peut-être un jour comme Jessica Watkins ou comme Thomas Pesquet dans l'ISS, mais aussi des astronomes qui, eux, vont pousser la recherche au sol directement sur Terre. C'est ça. Bien sûr, ils s'en rendent compte. Et puis, ils imaginent aussi, souvent, ils s'imaginent, moi, je serais astronaute et footballeur. Oh, mais bien sûr, et pourquoi pas. D'ailleurs, ça c'est très caractéristique des enfants qui aiment pouvoir faire plusieurs choses à la fois, et c'est très très bien d'ailleurs. On parlait des rôles modèles tout à l'heure, on l'a vu en introduction de cette émission, on parle de Thomas Pesquet qui est aussi un rôle modèle. Oui. Justement, cette identification des enfants, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Est-ce que vous voyez quelque chose qui évolue par rapport à ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au fait que peut-être l'information se diffuse différemment, par les réseaux sociaux notamment, ils sont peut-être plus sensibilisés à tout ça ? Oui, bien sûr.
Bien sûr, en fait, c'est quelque chose qui leur paraissait extrêmement lointain. Enfin, on s'était arrêté finalement à Neil Armstrong, quoi. Donc ils avaient ça, mais comme si ça faisait partie des bouquins d'histoire, c'était plus du tout d'actualité. Donc là, effectivement, on a une actualité, on a une réalité qui s'est remise en place, qui s'est remise sur le terrain, qui fait que qui s'y intéressent, qui cherchent à en savoir plus, qui vont aller chercher des informations. Il y en a l'autre jour qui sont venus me voir en me disant t'as vu, il y a une éclipse ce week-end. Donc en fait, ils suivent cette actualité parce qu'ils sont intéressés, parce qu'il y a tous les médias qui sont autour qui diffusent beaucoup plus d'informations là-dessus. Et en plus, dans cette classe espace, finalement, je commence à faire partie des murs avec eux. Ils viennent me voir parce qu'ils ont quelqu'un avec qui discuter de ces actualités qu'ils ont vu à la télé, qu'ils ont vu. Enfin, les copains dans la cour sont pas forcément la personne avec qui ils vont pouvoir poser leurs questions. Les parents n'ont pas forcément la réponse non plus. Donc en fait, ils s'y intéressent d'autant plus parce que ils ont trouvé du répondant. Bon, ici, chacun d'entre eux ne deviendra peut-être pas astronaute et footballeur, un Kylian Pesquet de demain. En tout cas, l'idée, c'est aussi de pouvoir leur montrer qu'au-delà de la question vraiment de l'espace, il y a aussi la question des enjeux climatiques. C'est une question qui les mobilise beaucoup aujourd'hui, qui les préoccupe aussi. Est-ce que, en pouvant justement explorer ce champ spatial, ils se rendent compte qu'il y a des solutions possibles et ça minore un peu le phénomène d'éco-anxiété auquel ils sont soumis aujourd'hui ? Alors, ils se rendent compte de solutions. En fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on leur en parle depuis bien plus longtemps, finalement, que le spatial, des solutions de l'environnement, de ce que je dois faire à la maison, de comment je dois gérer mes déchets, comment tout ça, pour essayer d'influencer un peu les choses. Maintenant, au niveau spatial, ils sont encore... moi, j'ai des loulous assez jeunes, donc ils sont encore en train de chercher, finalement, la solution de... Est-ce qu'on peut aller sur une autre planète ? Donc en fait, c'est beaucoup ça qui se pose en question. Ils essaient d'imaginer des solutions à très grande échelle. Donc souvent, en fait, c'est quelque chose qui revient, la question se pose, la discussion est là, le débat aussi, parce que pour le coup, aller sur une autre planète, oui, mais laquelle ? Donc là, on arrive finalement à faire le lien avec la planétologie du système solaire. Absolument. Mais on se rend bien compte que proche de nous, il n'y a pas vraiment de solution. Alors, est-ce que ça veut dire aller plus loin ou est-ce que ça veut dire voir comment on peut régler les situations sur Terre ? Donc en fait, on est plutôt dans ces conversations-là, de voir finalement, est-ce qu'il y a une solution dans l'espace ? Pour l'instant, on va aller sur Mars. On va voir pour la suite. Et donc, ça veut dire que les planètes du système solaire, on se rend bien compte que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'accessible et qui, pour l'instant, est en trop dans ma phrase. donc voilà, ça nous ramène à discuter des solutions sur Terre. Mais c'est plutôt dans ce sens-là justement, terre à terre, sans mauvais jeu de mots, vraiment pour se rendre compte que chacun, à son niveau, on peut impacter justement sur ces changements climatiques. Il y a quand même une solution, finalement, c'est si on veut devenir classe espace, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on s'adresse à son académie, on s'adresse à Planète Science en fonction de sa déclinaison locale ou régionale ? Alors, on peut s'adresser directement à Planète Science à son niveau régional. Donc, pour Normandie, il y a le siège à Caen et une antenne à Vernon. Donc, on peut s'adresser directement à son antenne régionale. Et ensuite, ça sera aussi... on accompagnera, en fait, à la création de ce projet. Donc, évidemment, avec tout ce qui est financement, ce sera sans doute des financements de la région, de la mairie. Donc, à voir comment ça fonctionne là où la classe est souhaitée. Et il est possible de le faire qu'on soit dans l'éducation nationale, dans le public ou dans le privé. Bien sûr, bien sûr. C'est juste finalement le fonctionnement et les financements qui seront différents. Voilà. Mais Planète Science Normandie, nous, on n'a pas de... On va pas refuser d'aller dans du public. Bien au contraire, on veut s'adresser à tous les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le milieu social, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe et quel que soit le niveau scolaire. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ferme des portes à qui que ce soit.
Devenir le Thomas Pesquet de demain, peut-être, ou la Thomas Pesquet, tiens, qui sait aussi la Jessica Watkins, en tout cas pour notre émission aujourd'hui, c'est possible, vous le voyez, avec notamment les actions de Planète Science au pluriel sur les directions régionales, Planète Science Normandie par exemple. Donc pour les rejoindre, c'est très simple, vous allez directement sur le site de Planète Science et vous pourrez tout comprendre sur ces classes espaces, leur déroulement et la façon dont on peut encore une fois les rejoindre. On s'arrête, nous, le temps de faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Isengay. Let's do time trials for 3 different ways to empty this bottle. The first way is to do absolutely nothing special and just flip it upside down. As you can see, this is really slow because the air bubbles have to go in to fill the vacuum that's created as the water's leaving, and these bubbles obstruct the flow of water. By the time the bottle was completely empty in this method, it was around 15.5 seconds. The second strategy is to swing the bottle around to create a vortex. As you can see, this creates a channel of air that helps relieve the pressure and improve the time. This method was almost twice as fast as the first one at around 8.5 seconds. Lastly, the pro strategy, which is to use a straw, unblock the hole right as you release it. The straw provides a passageway to relieve the pressure, and it results in the fastest time at around 4.5 seconds. Sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Muriel Lemay pour Planète Science Normandie et évidemment de Damien Douanier. Damien qui vraisemblablement a une idée derrière la tech. À quel âge as-tu commencé à apprendre les chiffres et les lettres ? J'ose espérer dès la maternelle, voire même un tout petit peu avant, mais tu vas me le dire. Non, mais c'est une question ouverte. Et Muriel ? J'imagine aussi un petit peu avant la maternelle. Non, vous ne vous en rappelez pas, mais c'est normal, c'est tout à fait logique. Pourtant, quand on regarde les chiffres de l'Éducation nationale, sur le site de l'Éducation nationale, ce qu'on voit, c'est que 20% des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, à la sortie du primaire. Donc, une des solutions qui devrait être apportée, sur lesquelles mise l'Éducation nationale, c'est justement de travailler sur le rôle de la maternelle et renforcer le rôle de la maternelle pour permettre aux élèves justement d'arriver à acquérir ces savoirs fondamentaux. Ça, c'est l'enjeu. Mais quand on est parent, on fait comment ? Bonne question. Eh bien oui, voilà, hein, je me la pose souvent. Comment on fait ? Et puis comment la technologie peut nous apporter justement un plus ? C'est le rôle de cette chronique, c'est quand même extraordinaire. C'est hyper raccord. Les choses sont bien faites. Et bien justement, heureusement est arrivé Marbotique et ça ressemble à ceci. Voilà. Alors, vous vous en rappelez, ça vous rappelle peut-être des petites choses ? Mais moi, ça me rappelle. Alors, je ne me souviens pas de l'âge auquel j'ai vraiment appris à lire et à compter, ou à écrire et à compter d'ailleurs. Mais ces formes-là me rappellent spécifiquement des jeux avec lesquels je pouvais jouer en étant petit. Effectivement, ça rappelle on est d'accord. C'est nos puzzles d'enfance. C'est des puzzles d'enfance en bois. C'est exactement ça en fait, mais un peu plus perfectionné. Et c'est ça que je trouve qui est hyper bien conçu dans ce jeu. L'idée, c'est quoi ? C'est de proposer aux enfants de 3 à 5 ans d'un programme complet qui est inspiré de la pédagogie Montessori. Vous savez, la pédagogie Montessori, on utilise, on teste, comme un peu vous faites d'ailleurs chez vous, pour justement se rendre compte de comment on fait les choses, comment on apprend. Et donc, ça va
va guider les enfants dans l'apprentissage de la lecture et bien sûr des maths sur la base, on va dire, c'est le principe les plus simples au plus complexe. Et pour cela, comment ça marche? Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On a besoin de 2 outils. Ce que je viens de vous montrer, les petites pièces comme ça en bois. Donc, c'est vraiment ce qu'on a dans les puzzles. Et un iPad, enfin, une application sur une tablette. Voilà, en l'occurrence. C'est l'application qui est proposée par Marbodic. Et à partir de là, vous comprenez, c'est assez simple. Vous allez pouvoir choisir 2 univers, lettres ou chiffres. Donc, on va dire par exemple lettres. Oui, il me parle vachement, ce petit monstre de lettres. Voilà, il est mignon. Hein. Ouais. Donc là, il y a différentes activités Alpha qui sont possibles. Voilà, c'est super mignon, effectivement. Alors donc, vous allez choisir une application. Par exemple, voilà, on va faire le Alpha Monstre, par exemple. L'idée, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vous puissiez, on va le voir, en utilisant, voilà, par exemple, une lettre comme le A. Si vous mettez... C'est fou, on l'a aussi. Voilà, on va poser la lettre sur l'écran. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle lettre, en fait. Hein. Et en fait, il va être capable de le reconnaître. Donc, voilà. Voilà, aussi. Ensuite, hop. Ananas. Voilà. Et puis, pour finir, par exemple, hop, les différents types d'écriture, script notamment, et les prononciations. Et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir utiliser les chiffres, les lettres, différentes activités. Voilà, si je prenais le C, par exemple. Crocodile. Voilà, et puis hop pour finir. Alors, c'est vraiment complet. Alors, ils appellent ça le Sensory Kit. Donc, en fait, c'est un ensemble, bien sûr, les 26 lettres de l'alphabet, les 10 chiffres. Et ce que je trouve génial, c'est que, en fait, le principe, c'est que c'est du bois. C'est vraiment un jouet en bois, avec des petits plots juste derrière. C'est pas connecté. Alors, c'est connecté, mais c'est pas connecté. Autrement dit, il n'y a pas de Bluetooth. C'est comme le chat de Schrödinger, il est mort, mais il est vivant. Mais c'est pas quantique. Hein. Donc, autrement dit, c'est pas Bluetooth. Il n'y a rien à charger, rien du tout. Ça marche tout seul. Les enfants peuvent le mordiller s'ils ont envie. Il n'y a pas d'électronique. Et c'est ça qui est génial. Après, on n'encourage pas forcément les enfants à mordiller directement leurs lettres et leurs chiffres, mais... Certes, voilà. Mais ça peut arriver. Voilà, ça peut déjà arriver à des enfants. Il n'y a pas de risque particulier. En fait, l'idée géniale, c'est qu'ils ont trouvé un moyen, une technologie qui est brevetée et unique, de faire en sorte pouvoir être reconnu par les différents outils. Alors, il n'y a pas que celui-là, je vous ai montré, il y a plusieurs jeux qui existent, mais de pouvoir être reconnu par la tablette et faire en sorte de pouvoir interagir simplement avec la tablette. Petite cerise sur le gâteau, ils ont mis une petite poignée toute mignonne ici, qui a pour objectif, justement, de travailler la préhension fine des enfants. Et la motricité, justement, et faire en sorte donc de pas seulement travailler sur une tablette, mais de faire en sorte de l'apprendre, de jouer avec, et ainsi de suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu intelligent qui mélange la tradition et la modernité. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Ce côté jeu en bois qui rappelle donc aux parents plein de choses, et cette capacité à jouer avec une tablette et pouvoir interagir simplement avec ces applications-là. Alors, il faut aussi avoir en tête qu'il y a une partie parents dans l'application. Donc, les parents peuvent suivre la progression des enfants au travers des différents jeux. Je trouve ça assez malin. Et puis, bien sûr, quand même, on le rappelle, on le dit souvent dans cette émission, utiliser les écrans, c'est bien, mais il faut le faire avec modération. Donc là, c'est un moyen intelligent d'utiliser un écran, mais vous n'allez pas laisser votre enfant 2 heures dessus non plus, puisqu'on est quand même sur des petits-enfants. Donc, utilisez-le modérément et restez plutôt à côté de lui, c'est plutôt sympa. Et j'imagine que c'est disponible en plusieurs langues différentes? Oui, alors en anglais américain, anglais britannique, français, allemand. Le kit coûte 60 €. L'application ensuite est gratuite. Et puis vous pouvez débloquer par abonnement différentes activités complémentaires. Formidable, ce qui fait qu'on peut aussi du coup démarrer en apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge. Exactement, entendre justement la phonétique dire autour de certaines lettres, certains chiffres, exactement. Et c'est français, ma bonne dame, effectivement. Bravo, voilà. Cocorico, Damien Douani. C'est intéressant ce que nous montrait Damien, notamment dans l'interaction entre parents et enfants. C'est aussi une des missions de Planète Science. C'est complètement une des missions de Planète Science. Et c'est hyper intéressant parce que justement, on a ce côté un peu informatique, scientifique, mais qui est extrêmement controversé. Comme vous l'avez dit, en fait, il y a le côté les écrans, le côté un peu jeu vidéo aussi, dans l'abus, en fait. Et donc là, on transmet autre chose. C'est-à-dire que le côté écran informatique passe sur le côté pédagogique et ludique. Il y a toujours l'échange avec les parents et la possibilité de gérer, que les parents puissent gérer et suivre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour connaître, moi, à titre perso, des parents qui ont cherché, qui ont double nationalité, qui cherchent à enseigner, en fait, la double langue à leurs enfants, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'outil parce que c'est
pas forcément le truc le plus simple à l'enfant. Ils ont vraiment du mal finalement à savoir s'ils sont en train de parler français, anglais ou quoi que ce soit. Ça peut permettre aussi de différencier les sons, les lettres, et tout ça, les sonorités, la façon aussi de prononcer ces sons-là. Et en effet, c'est extrêmement pratique. On suivra donc encore une fois les développements de ce magnifique outil. Pour la deuxième partie de cette émission, je vous propose qu'on reparte vers l'espace. On va essayer de comprendre comment cette exploration spatiale peut se dérouler dans le futur. Oui, mais à très, très long terme. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Rudel, le cofondateur de Criteo et désormais fondateur du think tank Zenon Research, venait nous parler de son dernier ouvrage, 12 années-lumière, c'est l'échéance à la fois physique, géographique, spatiale et temporelle à laquelle il place justement ce futur pour l'humanité. Il est accompagné de Barbara Belvisi, la fondatrice de Interstellar Labs, qui s'est lancée pour mission de construire des biopodes pour assurer notre vie sur Terre, sur la Lune ou encore sur Mars. Exploration du futur et de l'espace, c'est tout de suite dans l'École du futur. Alors cette fois-ci, on va imaginer que ça y est, on est en 2500, votre équipage féminin a atteint la fameuse exoplanète. Une fois qu'on arrive sur une planète qui est jugée comme viable, comme habitable justement par l'espèce humaine, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on recompose une société? Comment est-ce qu'on recompose les fondements d'une économie, Jean-Baptiste? Alors ça, c'est un sujet qui très souvent est escamoté, encore une fois, dans la science-fiction, mais qui est fondamental. C'est combien de personnes sont nécessaires au minimum pour qu'une colonie soit viable. Et en fait, la réponse, elle dépend énormément du niveau technologique qu'on veut avoir. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais pour avoir la technologie dont on bénéficie, il y a une infrastructure incroyable, une chaîne logistique dans le monde entier. Et si on voulait reconstituer ça, il faudrait des millions de personnes, ce qui est impossible à aller sur notre planète. Donc comment est-ce qu'on garde cette tension de dire on aimerait avoir une technologie la plus avancée possible, mais avec un très petit groupe d'humains où la spécialisation est très limitée, comment faire ? Barbara, justement, c'est une des questions qui a été fondamentale pour le développement des travaux d'Interstellar Labs, comprendre comment avec ces biopodes, ces habitats biorégénératifs, on pouvait là aussi avoir une société, une économie, des colonies humaines viables sur d'autres planètes. C'est fondamental et c'est une question, la construction des économies et des sociétés derrière pour les nouvelles colonies, c'est un vrai sujet et je pense qu'il n'est pas encore bien traité parce qu'il n'est pas évident. C'est pas évident de se dire on arrive dans un terrain complètement vierge et comment est-ce qu'on reconstruit une société, une économie derrière. Nous, cette réflexion-là, elle est rentrée au début dans le design en fait, où on s'est imaginé, d'accord, on va d'abord envoyer un petit groupe de personnes, donc 4 personnes. Comment est-ce qu'on fait pour créer ces dômes, ces structures dans lesquelles ils vont pouvoir vivre et en même temps se nourrir. Et ensuite, on a fait un design très modulaire qui va permettre en fait derrière de déployer ces dômes sous différents formats d'un point de vue architectural. Donc, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle l'architecture paramétrique avec des développements d'algorithmes qui vont permettre de déployer des plus grandes villes. Aujourd'hui, on a réussi à monter jusqu'à à peu près 300 personnes en utilisant notre design modulaire de différents dômes. Mais c'est une solution. Là, on est sur une solution d'architecture pour créer une infrastructure pour accueillir les hommes, mais ça ne répond pas à la question de la société et de l'organisation gouvernementale aussi, de savoir les gens que l'on veut faire venir. Est-ce que ce sont des ingénieurs ou est-ce que ce sont plutôt des techniciens un peu touche-à-tout qui vont être capables de mettre les mains dans le cambouis quand il y a un système qui se casse? Et en même temps, il faut aussi des leaders qui vont pouvoir guider les populations qui vont être sur place. Donc, il y a une matrice très intéressante et plusieurs études qui ont été faites par la NASA, par l'ESA. Alors, ils ne sont pas du tout d'accord sur la typologie des personnes à choisir et à envoyer dans l'espace. L'ESA étant un petit peu plus orientée sur des profils plus scientifiques et plus ingénieurs. La NASA ayant une approche un petit peu plus technicien et pragmatique. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est quelque part entre les deux qu'il faut aller. Gaël, d'ailleurs, si tu es prêt à rejoindre Interstellar Lab, je pense qu'ils vont avoir besoin de toi incessamment sous peu. Forcément des petites choses à hacker. Et en tant que radioamateur, je serais ravi de m'occuper des transmissions. Jean-Baptiste, ça c'est important aussi. Et c'est une des choses qui sont justement paramétrées dans cet ouvrage. C'est le choix des astronautes femmes qui se lancent dans cette mission totalement folle pour le futur de l'humanité. Comment est-ce que justement, c'est ce que Barbara envisageait avec nous, on mesure les talents
à pouvoir amener dans l'espace? On a besoin de quoi concrètement pour refonder une société une fois qu'on est arrivé sur ces exoplanètes? Alors, il faut avant tout des gens qui aient, sans jeu de mots, les pieds sur terre, parce que on se rend compte que le facteur psychologique est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand on envoie des humains dans l'espace, on prend grand soin là-dessus, parce que si quelqu'un pète les plombs à distance, on ne peut pas faire grand-chose. Le principe de toutes ces missions proches d'être des gens très loin, c'est qu'il y a une totale autonomie. Donc ça veut dire qu'on ne peut absolument pas compter sur un secours éventuel qui viendrait de la Terre. Et donc il faut que ça soit une micro-société qui soit complètement autonome. Et quelle culture va se développer là-dedans ? Il y a des rapports humains qui vont apparaître, qui sont un peu immuables. Et là-dessus se pose vraiment encore une question de dire est-ce qu'on peut maintenir un niveau technologique avancé dans une micro-société, quoi. Et dans cet ouvrage, on parle d'amour, on parle de vie, on parle de deuil aussi. Et c'est important d'anticiper justement ces futures générations qui vont se succéder tout au cours de cette mission. D'abord parce qu'encore une fois, vous imaginez que cette mission part en 2360. On arrive sur Kanuta en 2500. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce grand centenaire. J'ai voulu éviter les facilités scénaristiques qu'on voit où les gens sont immortels ou alors on les met dans des caissons cryogéniques et puis vous comme ça ils dorment pendant... Mais en fait, aujourd'hui, le consensus scientifique a l'air de dire que c'est pas forcément possible. Donc, je me suis dit, je vais essayer de me mettre dans les contraintes maximum où on évite de tricher. Et donc, évidemment, qu'on n'a pas la vie éternelle, ça veut dire qu'il va falloir, sur des temps longs, prévoir plusieurs générations. Et comment on passe le flambeau d'une génération à l'autre, comment on maintient une culture de pionnier, ça, c'est très compliqué. Barbara, c'est aussi une hypothèse que vous avez envisagée en imaginant, encore une fois, cette vie en micro-société dans les biopods ? Oui, complètement. Je pense que la passation d'une génération à l'autre, c'est un vrai est fondamental si on veut pouvoir continuer et aller loin dans l'exploration d'avancer vers d'autres planètes et devenir cette espèce un peu interstellaire ou multiplanétaire. Je pense que je pensais, on parlait des exoplanètes et donc de cette vision que l'homme et en tout cas, alors Jean-Baptiste, j'ai pas encore lu ton livre, j'ai hâte de le lire, mais de partir sur d'autres planètes, d'aller s'installer sur des planètes qui sont beaucoup plus habitables que le sont Vénus et Mars. Je trouverais, je lance un peu un appel comme ça pour les entrepreneurs, mais je pense qu'on arrive à un moment où il serait très intéressant de commencer à initier la réflexion sur un véhicule qui nous permettrait d'atteindre ces exoplanètes. Alors, il y a plein de développements technologiques à faire encore, mais je pense que c'est important d'aller encore plus loin que Mars et la Lune, et en tout cas de commencer à faire émerger ces idées-là pour permettre aux générations futures de travailler dessus, parce que je pense que si on n'arrive pas à transmettre, au final, il va se passer un petit peu la même chose qui s'est passé sur la Lune. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas retourné, et je trouverais ça dommage que tout ce qui est initié aujourd'hui, en fait, dans 50 ans disparaisse parce qu'on n'a pas su convaincre la nouvelle génération de continuer l'aventure. Comment est-ce que justement on essaie d'enthousiasmer cet écosystème du New Space, notamment Jean-Baptiste, pour pouvoir là aussi faire monter les talents, cet appel aux talents dont Barbara parlait il y a encore une seconde? Il faut trouver le bon équilibre entre du rêve aspirationnel, parce que c'est quand même ça au final qui drive l'humanité. Quand on disait tout à l'heure pourquoi aller sur l'Everest, parce qu'il est là. Parfois il faut faire des trucs un peu dingues, mais derrière, pour avoir une pérennité, il faut quand même qu'il y ait une vraie création de valeur et que les gens comprennent pourquoi on fait ça et quelles sont les retombées tangibles, quoi. Voilà, c'est l'équilibre entre les deux. Gaëlle, toi, tu travailles notamment avec des enfants, tu le disais, sur la base de Vernon, où tu explores aussi l'espace avec eux. Quand tu leur parles de cet espace, de ce New Space, de cette exploration, évidemment, ils ont des étoiles dans les yeux, sans mauvais jeu de mots. Complètement, là, j'en ai 7 cet après-midi à récupérer. Et c'est vrai que ces enfants sont une infinie source d'inspiration. Alors, on peut penser qu'un stage de 3e, c'est une contrainte pour nous, entrepreneurs et entreprises. C'est très important, surtout dans la période que l'on vit actuellement autour du Covid, à la fois de leur expliquer que tout ça n'est pas né comme ça d'un claquement de doigts, qu'il y a eu des travaux dans le passé qui ont permis d'avoir la modernité que l'on a, mais qu'ils font aussi partie... Je prends très bien, j'apprécie beaucoup ces réflexions dans l'ouvrage de Jean-Baptiste, c'est qu'il va falloir effectivement avoir une force de traction. Moi, en tant que père, aujourd'hui,
être capable d'expliquer à ces enfants qui font aussi partie de l'équation de la solution des défis climatiques et des défis aussi technologiques que l'on va devoir surmonter dans l'humanité. Le futur de l'humanité, vous l'avez compris, il démarre par les enfants et par les stages de 3e. On retombe exactement sur nos pattes. Et puis cet enjeu climatique, c'est vrai qu'il est très prégnant à la fois dans le début de votre réflexion, Jean-Baptiste, et puis c'est aussi le point de départ de lancement du projet Interstellar Labs. Tout passe par le climat aujourd'hui, Barbara? Oui, complètement. Je rejoins un petit peu ce qu'on expliquait dans le début du talk, mais l'aspiration à aller s'installer sur d'autres planètes n'a de sens que si on arrive à protéger la Terre. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de on quitte la Terre et on va aller s'installer ailleurs. Aujourd'hui, personne ne va aller s'installer sur la Lune, il fait froid et il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'atmosphère, et personne ne va aller sur Mars, c'est rempli de CO2 et il fait très chaud et très froid et il y a beaucoup de tempêtes de sable. Donc ça passe avant tout par cette prise de conscience que notre planète, elle est extraordinaire, elle est magnifique, elle est remplie de vie. Il y a toute une biodiversité qui s'est développée dessus, et qu'aujourd'hui, on a les innovations technologiques qui nous permettent d'aider à retrouver cet équilibre et en tout cas à ne plus la détruire. Et le spatial nous permet de prendre cet autre point de vue, du coup, de regarder la Terre de l'espace et se dire « Oh mon Dieu, le pale blue dot de Sagan » et d'en prendre conscience et de vouloir protéger la planète. Et ça ouvre la voie, on l'imagine bien, à des solutions très pragmatiques en matière de gestion, par exemple, des déchets, de vie à zéro impact, Jean-Baptiste, zéro impact environnemental, d'agriculture aussi plus respectueuse des ressources. Alors, c'est très important de maintenir une croissance, parce que tout le monde a envie de la maintenir, la croissance économique, mais dans les limites planétaires. Et ce qui est particulier dans le changement climatique, c'est le côté largement irréversible du phénomène. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'inverser, on peut améliorer, on peut dépolluer, choses comme ça. Là, il y a une telle inertie climatique que, encore une fois, ce qu'on fait dans les prochaines décennies aura de l'influence sur des siècles et des siècles. Et ça, c'est le côté le plus existentiel c'est ce qui donne un côté très particulier au changement climatique par rapport à d'autres problèmes écologiques qui sont importants, hein, le plastique dans les océans, les problèmes de pollution des sols, que vous avez mentionnés. Mais le changement climatique, il y a un côté irréversible. Et puis il y a aussi une grande question, c'est-à-dire que quand on va arriver peut-être un jour sur ces exoplanètes, il ne faut pas non plus commencer à les polluer. Alors, quand le problème, ça sera de polluer, ça sera entre guillemets un bon problème à avoir. Ça veut dire qu'on aura réussi à avoir beaucoup de monde sur une planète. C'est toujours une idée parce qu'il y a beaucoup de populations qu'on pollue une planète. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'humains sur la Terre. Les projections disent qu'on va être 9, 10 milliards. Probablement qu'on pourra encore les maintenir dans une écologie acceptable, mais si la population continue d'exploser, ça ne marchera plus, quoi. Et une des raisons pour lesquelles on a quand même un moyen d'espérer et de pouvoir justement adapter aujourd'hui les recherches qui sont faites en matière d'écologie, en matière d'alimentation même et d'agriculture, c'est que vous dites que dans ce futur, dans ce 24e siècle, tout le monde sera vegan. Pas forcément par choix, mais par obligation, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autres issues durables en matière d'agriculture et d'alimentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a la conjonction de deux phénomènes. Alors, on vous parle beaucoup de véganisme pour des contraintes écologiques, mais il y a un autre phénomène dont on parle moins, mais qui, à long terme, pour moi, sera le plus prégnant, c'est celui de la souffrance animale. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on met sous le tapis, le fait qu'on élève ces animaux en batterie dans des conditions souvent assez épouvantables. Et culturellement, la société va vers la protection des plus faibles. On voit toute l'histoire vers ça. Et aujourd'hui, les plus faibles, c'est les animaux. Alors, c'est un sujet qui est relativement marginal et qui n'est pas mainstream, aussi mainstream que l'écologie. Mais à moyen terme, d'un point de vue écologique, on va résoudre le problème. Et en fait, d'un point de vue souffrance animale, on va aussi le résoudre avec une solution très élégante qui est la viande de synthèse. Donc, c'est finalement la technologie, c'est qu'on pourra faire de la viande, faire du poisson, sans passer par la case souffrance animale. Barbara, ça aussi c'est quelque chose qui a été envisagé notamment dans les biopodes et dans la façon dont ces communautés vont pouvoir vivre en biorégénération, c'est-à-dire qu'ils sont aussi autonomes dans ces villages du futur et de l'espace. Là aussi, le véganisme, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On a designé aujourd'hui le système pour subvenir aux besoins nutritionnels des astronautes uniquement à travers des plantes. Donc en fait, on a
envisager ce futur-là dans lequel l'homme se nourrirait exclusivement de végétaux. Il est parti de deux choses, fondamentalement aussi, et je rejoins complètement Jean-Baptiste sur en fait, le fait qu'aujourd'hui, il y a une tendance générale qui est au véganisme sur Terre, qui est liée à la fois à, effectivement, aux enjeux climat, la pollution, à la consommation d'eau qui est utilisée aujourd'hui pour produire la viande, et qu'il va y avoir véritablement un shift. Nous, notre approche sur le spatial, c'est un mélange de ça avec en fait le fait que d'amener la vie qui n'est pas biologique, mais la vie animale sur une autre planète, c'est assez compliqué. Donc on est d'abord parti sur les plantes, et au final, on a réussi à trouver des régimes purement végétariens qui arrivent quasiment à couvrir tous les besoins nutritionnels. On a toujours un petit problème avec la vitamine B12, mais ça, même sur Terre, c'est compliqué de le résoudre, sauf si on prend pas des gélules. Mais effectivement, la vision d'un futur de l'homme dans l'espace, aujourd'hui, est végane avec de la viande de synthèse. En tout cas, c'est comme ça que le voit la NASA. Le challenge pour la production de nourriture dans l'espace auquel nous on a participé, les solutions qui sont proposées vont toutes dans ce sens. Le futur sera végétal ou ne sera pas. Pour terminer cette discussion, messieurs, dames, je voulais qu'on revienne quand même sur une des propositions majeures. Entre des pro-technologies à tout crin et des collapsologues, c'est-à-dire ce courant de pensée qui pense que tout va s'effondrer, la solution est-elle si manichéenne? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une solution au milieu? On pousse le progrès technique à ses extrêmes limites, mais on peut quand même assurer le futur de l'humanité de façon raisonnable et raisonnée, Jean-Baptiste? Alors moi j'ai vécu à la fois en Californie où vous avez des évangélistes qui vous disent que la techno va tout résoudre et on peut juste mettre la tête dans le sable et tout va aller bien. On se rend compte que en fait il y a une limite à ça. Et en Europe, particulièrement en France, on adore la théorie collapsologue où tout ça va s'effondrer, on est tous foutus. Et je pense que ça nous rend juste déprimés et ça paralyse l'action. C'est pas bon non plus. Il y a absolument un futur équilibré entre les deux à trouver. Et on va y arriver. Moi, je suis fondamentalement un optimiste. On reste optimiste, Barbara ? Complètement. Je fais partie de l'école des optimistes aussi. Pour moi, la technologie est juste un moyen d'accomplir quelque chose. C'est pas un objectif final. Et en Silicon Valley, parfois, c'est un objectif final et donc on oublie la mission pour laquelle on utilise les technologies. Mais si notre mission, c'est de créer un futur positif où l'homme vit en harmonie avec le vivant, je pense qu'on peut y arriver. Et on est de retour en 2022 et sur le plateau de l'École du Futur pour la toute fin de cette émission. On était accompagné également en plateau de Muriel Lemay pour Planète Science Normandie. Muriel, on peut retrouver justement les activités de vos classes espace et pas que. Ce sera au mois d'août. Oui, au mois d'août, on a un festival qui s'appelle Histoire d'étoiles. C'est la 2e édition. Cette 2e édition se fait sur 3 jours, donc le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 août. Ça se passera sur le stade René Tomasini aux Andély. C'est un festival gratuit et qui est vraiment tourné autour de l'espace avec une rencontre également associative puisque plusieurs associations locales autour du spatial, mais pas que, seront présentes pour proposer des ateliers aux familles, aux enfants et aux plus grands. Eh bien, pour les Normands de résidence ou estivants, vous savez où aller du 18 au 21 août prochain. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours à Damien Douani pour ses idées et pour évidemment toujours son œil extrêmement affûté sur l'actualité tech en général. Avec plaisir. Je vous en prie, vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre épisode de l'École du Futur sur School TV, bien sûr.